avant tout. Alors, le principe de la vaccination, c'est que ça va entraîner une immunité vis-à-vis d'agents infectieux, pathogènes. Alors, ce qu'on injecte n'est pas pathogène, c'est un dérivé antigénique qui va entraîner une réponse immunitaire. Alors aujourd'hui, certains décrient l'efficacité des vaccins. Le vaccin a permis la réduction de l'incidence d'un nombre très important de maladies infectieuses associées à leurs complications, voire à une mortalité importante. Donc le vaccin, dans cette balance bénéfice-risque, elle penche finalement beaucoup plus du côté du bénéfice que du risque, c'est évident. Par exemple, la variole a été éradiquée grâce au vaccin. Ce sont les vaccinations qui a permis d'éradiquer quasiment en France la diphtérie, la polio, et qui a fait reculer de façon extrêmement importante la coqueluche. Alors, le vaccin contre la grippe, il a une efficacité variable. Il n'est pas efficace à 100%. Les meilleures années, c'est-à-dire les années où le virus est vraiment identique à celui qui est dans le vaccin, on est sur des taux d'efficacité moyens aux alentours de 60-70%. C'est pas ce qu'on espérerait d'un vaccin contre la grippe, mais aujourd'hui, c'est le mieux qu'on a. On peut le critiquer pour son efficacité. Par contre, on ne peut pas le critiquer pour sa tolérance et on ne peut pas le critiquer non plus en termes de mesures de santé publique. C'est indispensable d'avoir une campagne large de vaccination contre la grippe. Certaines maladies infectieuses se transmettent très facilement. Par exemple, la rougeole. Lorsqu'on est face à un cas de rougeole, le risque de voir émerger des cas secondaires, c'est-à-dire des personnes qui présentent une rougeole après l'exposition à ce cas index, ce nombre peut être de 15, 16, 18, 20 personnes. Donc le vaccin va à la fois protéger la personne susceptible d'être infectée, mais aussi va permettre de réduire considérablement le nombre de ces cas secondaires qui sont alors protégés par des personnes vaccinées, même si eux-mêmes ne sont pas vaccinés. C'est parfaitement clair que la vaccination a un intérêt double, un intérêt individuel, mais un intérêt collectif, en protégeant de façon indirecte les autres. Et ça a également un effet paradoxal, puisque vous trouverez des gens qui vous diront « je n'ai pas vacciné mes enfants et ils ne sont pas malades ». Eh bien, c'est parce qu'ils profitent de l'immunité des autres. Quelques exemples. La rubéole. Le problème de la rubéole, c'est la rubéole qui survient chez la femme enceinte lorsqu'elle est infectée pour la première fois en raison des risques de complications materno-fétales. Théoriquement, on ne devrait vacciner que les femmes. En fait, on vaccine les garçons et les petites filles parce qu'on rompt la chaîne de transmission et qu'en protégeant les garçons, on protège indirectement les filles. La coqueluche est une maladie grave chez les nouveau-nés et les nourrissons parce qu'ils ne sont pas protégés. Et que si on les vaccinait à cet âge-là, de toute façon, il n'y aurait pas de réponse immunitaire. Et ce qui est important, c'est que leurs parents, leurs grands-parents, la nounou, leur entourage immédiat soient bien vaccinés de façon à ce qu'ils ne soient pas porteurs de la bactérie responsable de la coqueluche. C'est ce qu'on appelle le cocooning. En assurant une protection vaccinale correcte et une immunité correcte de l'entourage immédiat d'un nourrisson, on le protège indirectement contre la coqueluche. La vaccination des personnels à l'hôpital a deux buts principaux. Le premier but, c'est évidemment de protéger le personnel lui-même contre les risques infectieux pouvant être transmis par les patients. Le deuxième but, c'est de protéger les patients contre les maladies que le personnel pourrait lui transmettre. La réglementation impose des vaccinations au public, mais impose en plus des vaccinations pour certaines professions, et en particulier pour les professionnels de santé travaillant à l'hôpital. Je pense à la poliomyélite, au tétanos, à la diphtérie, à l'hépatite B, au BCG, et comme vaccination fortement recommandée pour le personnel, la grippe tous les hivers. Mon expertise au sein du service, c'est de m'occuper plus particulièrement des infections des patients qui sont porteurs d'une immunodépression, et en particulier les patients qui sont transplantés. Ces patients nécessitent des programmes de vaccination intensifs, qui se rapprochent des programmes de vaccination de l'enfant. Les méthodes de transplantation évoluant considérablement et ces méthodes étant de plus en plus fréquentes, c'est-à-dire que le nombre de transplantés augmente régulièrement en France, il est évident que l'optimisation de la vaccination des populations autour de ces patients-là est extrêmement importante pour les protéger
au maximum de toute infection communautaire qui soit accessible à la vaccination. Donc la vaccination collective a un impact sur les populations d'immunodéprimés dans notre pays. Les infections sexuellement transmissibles, c'est pour l'ensemble de la population qui a eu au moins une fois un rapport sexuel non protégé. Certaines de ces infections graves font l'objet d'une prévention par le vaccin. L'hépatite B, bien sûr, l'hépatite A qui peut, dans certaines circonstances, avoir une transmission sexuelle, et puis, bien sûr, les papillomavirus ou HPV qui bénéficient d'un vaccin efficace, malheureusement encore pas assez utilisé. Les voyages se développent beaucoup, donc dans les deux sens. Et donc, il est important de protéger les voyageurs qui vont aller dans des contrées lointaines. Ça leur permettra, de ne pas attraper certaines maladies sur place, et ça leur permettra également de ne pas rapporter ou d'importer des pathologies en France. À la Croix-Rousse, le service des maladies infectieuses a un centre international de vaccination, et ce qui représente une grosse activité en termes de consultation. Il est nécessaire d'évaluer les risques à la consultation du voyageur, qui va dépendre de l'âge du voyageur, de la destination, de la durée, du type de voyage, et de proposer, en fonction de la région, les vaccins qui sont le plus adaptés. Les vaccins ont permis l'éradication d'un nombre important de maladies autrefois graves. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que ces maladies ont disparu, et les jeunes générations, et même certains moins jeunes qui n'y ont jamais été confrontés, n'en ont plus peur. Et ils ont davantage peur des effets indésirables imputés au vaccin, le plus souvent à tort, qu'à la maladie réelle. Et lorsque les gens ne se vaccinent pas, eh bien, la couverture vaccinale diminue. Et lorsque vous avez la couverture vaccinale vis-à-vis d'un pathogène qui diminue, vous avez un risque de résurgence et de réémergence. C'est inacceptable aujourd'hui d'avoir des gens qui meurent de maladies infectieuses transmissibles à prévention vaccinale par un défaut d'utilisation des vaccins. Et c'est la raison pour laquelle il est important de maintenir une couverture vaccinale suffisante, même vis-à-vis des pathogènes qui ont disparu dans notre pays. Et lorsque, au niveau des autorités de santé publique et des données épidémiologiques, après avoir pesé la balance bénéfice-risque, on se rend compte que la couverture vaccinale est insuffisante, et donc il y a un risque de circulation et un risque vis-à-vis des populations, eh bien les autorités sanitaires peuvent être amenées à prendre des décisions de rendre certains vaccins obligatoires. C'est ce qui est en train de se faire avec les fameux 11 vaccins qui vont être rendus obligatoires à partir du début de l'année.